Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau journal. Voici tout de suite les détails des informations. Les explorations pétrolières menées à Bimlang et à Timrur n'auront que des impacts négatifs sur l'environnement et surtout sur la communauté locale. C'est ce qu'a expliqué ce jour l'Alliance Wargas. Actuellement, plusieurs sociétés étrangères ont eu une autorisation de procéder à ces explorations. Les premiers résultats sont attendus d'ici quelques années. Un journaliste canadien ayant réalisé une enquête sur des explorations similaires à celles de Bimlang et de Timrur dans son pays est actuellement dans nos murs. Il compte bien mettre sur table les réalités autour de ces explorations pétrolières qui apparemment n'ont pas que des avantages. C'est un reportage de Fujara Kutundasu et de Nzaranjiansu. Depuis la Deuxième République, les gisements pétroliers de Bimlang et Timrur ont été toujours considérés comme un porteur d'espoir pour le développement économique de la grande île. Mais jusqu'à maintenant, les sociétés européennes engagées sur ces deux sites sont encore en phase d'exploration. Les premiers barils ne sont attendus que vers 2019. D'après les projections, le site de Timrur produira 180 000 barils de pétrole, tandis que celui de Bimlang pourrait produire jusqu'à 100 000 barils d'huile lourde, des produits pétroliers qui vont être exportés vers les États-Unis et l'Inde. L'Alliance Wargas, une plateforme de la société civile pour l'environnement, a exposé ce jour à son siège les atouts et les inconvénients de ces deux projets. D'après cette plateforme, ces projets pourraient accroître le nombre de touristes dans la région Melak. 1% des recettes touristiques durant 20 ans seront versées à la caisse de l'État pour Bimlang et 25% pour Timrur. Néanmoins, ces explorations pétrolières n'ont pas que des avantages, toujours d'après l'Alliance Wargas. À commencer par l'augmentation du gaz à effet de serre dans ces localités qui nuira fortement à l'environnement ou encore l'insuffisance de ressources en eau dans ces deux localités. En effet, le site de Bimlang nécessite pas moins de 143 100 000 litres d'eau par jour, tandis que celui de Bimlang, 218 960 000 litres d'eau par jour. S'ajoutent à cela les différentes maladies qui vont attaquer la communauté locale, entre autres le cancer ou les maladies diarrhéiques à cause des sources d'eau infectées. L'Alliance Wargas interpelle ainsi les responsables. Faut-il vraiment continuer ces explorations ? Ce qu'on propose donc au sein de l'Alliance Wargas, c'est d'arrêter tout. Quand on a vu les avantages et les inconvénients, quand on a balancé ça, on devrait décider que l'exploitation des grès bitumineux et de l'huile lourde dans cette partie de Madagascar doit être stoppée définitivement. Un journaliste canadien est actuellement dans nos murs. Au Canada, deux sites d'exploration pétrolière similaires à celles de Bimlang et de Timrur ont également existé. Des enquêtes y ont été effectuées et ont prouvé la dégradation de l'environnement et les impacts négatifs subis par la population locale. De son avis, des enquêtes approfondies doivent être menées par la partie malgache sur ces explorations pétrolières menées à Bimlang et à Timrur. Ce journaliste canadien reste cependant convaincu que ces deux projets ne seront en aucun cas bénéfiques pour le pays, surtout pour ces deux localités. Selon l'Alliance Wargas, la grande île devra plutôt explorer ou développer des projets liés à l'énergie renouvelable dont les produits sont exportables. L'ambassadeur de France en poste à Madagascar, Jean-Marc Chadieni, a déclaré ce matin en marge de la cérémonie de commémoration de l'armistice que le processus de formation du nouveau gouvernement d'union nationale devrait se dérouler dans un climat de paix, en se référant bien évidemment au contexte qui ont conduit à la signature de l'armistice. Écoutons ces propos recueillis par Mamboka Fichanian. Cela fait 93 ans ce jour que le traité de paix connu sous l'appellation d'armistice mettant fin au combat de la Première Guerre mondiale fut signé en Europe.
Un petit rappel, les généraux allemands et alliés se sont réunis dans un wagon-restaurant aménagé en forêt de Compiègne pour procéder à cette signature, marquant la fin d'une guerre qui a fait plus de 18 millions de morts et des millions d'invalides. À Madagascar, une cérémonie de commémoration de la date du 11 novembre 1918 s'est tenue à Anous, cérémonie qui a vu la présence de l'ambassadeur de France Jean-Marc Chatieni. La date du 11 novembre est marquée à jamais dans l'histoire de la France ainsi qu'à celui des États qui ont participé à la Première Guerre mondiale, date à laquelle la Convention de paix mettant fin aux hostilités de la Première Guerre mondiale, connue sous l'appellation d'armistice de 1918, fut signée. Réunis dans un wagon-restaurant aménagé provenant du train d'état-major des forces alliées, le maréchal Ferdinand Foch, commandant suprême des forces alliées, et le représentant du gouvernement allemand, Matthias Erzberger, ont signé ce traité dit armistice le 11 novembre 1918 à 5h15 du matin. Un traité qui exigeait l'effectivité d'un cessez-le-feu à 11h de la même journée. Déclaré férié et chômé dans l'Hexagone ainsi que dans tous les territoires français, des cérémonies commémoratives s'organisent à travers le monde chaque année. Dans la Grande Île, pour commémorer cet événement et pour rendre hommage aux militaires malgaches et français qui ont combattu pour la France, une cérémonie commémorative a été organisée à Annecy. Profitant de l'occasion, le gouvernement français, à travers son ambassadeur à Madagascar, a décoré 5 anciens combattants malgaches. Une prière pour la paix dans le monde et surtout dans la Grande Île a été également célébrée. À un mois et demi des fêtes de Noël et de fin d'année, la plupart des magasins de la capitale, entre autres ceux qui sont dans l'habillement, ont déjà passé leurs commandes à l'étranger depuis ce mois de novembre. Ces magasins qui sont obligés d'expédier leurs achats par voie maritime à cause de la cherté des frais d'avion. Mais pour cela, il faut pas moins d'un mois pour envoyer les marchandises par bateau. Or, la majorité des clients de ces magasins attendent un ou 2 jours avant les fêtes pour effectuer leur achat. C'est un reportage de Marna Tunjav et d'Albertin Ramelarif. La plupart des commandes concernant les habillements pour les fêtes de Noël et de fin d'année ont été passées depuis le début de ce mois de novembre. À cause de la cherté des frais d'expédition par voie aérienne, les marchands malgaches préfèrent passer leurs commandes un mois et demi avant les moments ciblés afin de pouvoir les expédier par voie maritime. Ensuite, diminuer les investissements afin de ne pas augmenter les prix est en effet leur préoccupation actuellement. Sur ce, depuis un certain temps, la plupart des marchands de la capitale se sont rendus à Paris, en Chine ou encore à Thaïlande pour choisir les articles qui seront dans leur vitrine. Cela ne pose aucun problème à leurs cibles qui, pour la plupart du temps, attendent les derniers moments pour effectuer leurs achats. Cette commerçante, par exemple, a expliqué que son magasin sera ouvert jusqu'à 19h le 24 décembre prochain afin de pouvoir satisfaire les caprices de ses clients. Les marchés de l'habillement trouvent le record de leur chiffre d'affaires le mois de décembre. La plupart des marchandises sont tous liquides. À part les ventes habituelles dans les magasins, ce sont surtout les divers événements tels que la Grande Braderie qui accroissent surtout leurs ventes. Ces événements nécessitent environ 10 à 15 millions d'aliards d'investissement au minimum afin d'éviter une perte. Le projet Ambatvie s'engage dans le domaine de l'enseignement. Ce jour, les responsables ont procédé à la pose de première pierre pour la construction de 2 nouvelles salles de classe au sein du lycée technique et professionnel de Mouramanque. Ils ont également offert divers matériels informatiques à cet établissement technique, des matériels informatiques dont le coût s'élève à 19 millions d'ariars. Anna Muriel, Michel Racoutson était sur place.
Le lycée technique et professionnel de Mujamang figure parmi les plus vieilles écoles de la Grande Île. Elle a été créée en 1920 et actuellement, parmi ses principaux problèmes, le manque d'infrastructures, alors que 2 nouvelles filières ont été créées pour les étudiants. Ce lycée compte environ 350 étudiants et une quarantaine d'entre eux suivent la filière gestion et bâtiments et travaux publics. Un partenariat a été mis sur pied avec le projet Un bas de vie, à travers lequel l'école a pu obtenir des allocations en infrastructures et des matériels informatiques équipés de logiciels complets. Les étudiants les plus méritants ont été récompensés par le projet également. Le proviseur du lycée a souligné que ces diverses aides amélioreront sans nul doute l'enseignement dans cette école, surtout du fait que la majorité des étudiants sont issus de milieux défavorisés et n'ont pas toujours les moyens de poursuivre leurs études après l'obtention du baccalauréat dans les universités des grandes villes. Rappelons que la valeur des matériaux octroyés pour la construction des 2 salles de classe est estimée à hauteur de 19 millions d'alliages. La cérémonie d'octroi de ces matériels a eu lieu ce jour à Mujamang, une occasion pour les responsables du lycée et pour ceux d'Un bas de vie de déjà préparer la réalisation d'un autre projet, la mise en place d'une autre filière portant sur l'exploitation minière. L'essentiel pour nous, c'est un développement durable qui branche en 3 volets. Un volet environnemental, un volet social et un volet économique. Donc nous, c'est la conservation de la biodiversité et le bon suivi de l'environnement pour le volet l'environnement. Pour le volet économique, c'est emploi local, achat local. Et pour le volet social, c'est vraiment volet éducation, santé et source de revenus au niveau des ménages. Je pense que des bons élèves qui s'appliquent et qui travaillent bien dans ces filières, dans l'avenir, on espère qu'on le trouve parmi nous à Un bas de vie. Et pour terminer ce journal, les actualités internationales. La Grèce a maintenant un nouveau Premier ministre après plusieurs jours d'intenses tractations. Lucas Papademos a été nommé au poste de chef de gouvernement grec. Il a prêté serment ce jour. Lucas Papademos aura pour délicate mission de sauver son pays de la faillite et éviter la sortie de la Grèce de la zone euro. Le successeur de Georges Papadréou est un banquier de 64 ans. TV5 Monde. Avec leur nouveau Premier ministre, les Grecs espèrent bien avoir tourné une page, comme le titrait ce vendredi le journal Café Mérini. Il leur a fallu 4 jours de tractation politique pour arriver à la nomination de Lucas Papademos, bénéficiant quand même d'une réputation de financier expert. Il fut vice-président de la Banque Centrale Européenne. Monsieur Papademos est excellent, très très bon, et je crois qu'il va réussir la mission qu'il a entreprise. Pour autant, l'enthousiasme ne règne pas dans les rues d'Athènes. C'est un pari national, explique le journal Tanea. Les Grecs ne croient pas au miracle. On veut juste un peu de calme. Une situation qui ne change pas d'un moment à l'autre. Voilà. Nous espérons des jours meilleurs. J'attends maintenant la mise en place des mesures nécessaires. Malheureusement, elles seront douloureuses pour tout le monde, mais c'est le seul moyen pour rétablir la situation. Lucas Papademos doit maintenant appliquer un plan de rigueur drastique pour rétablir les finances publiques, une condition imposée par les pays de la zone euro pour leur soutien financier. Il devra faire face à une opinion publique très remontée qui depuis des mois multiplie grèves et manifestations. En Thaïlande, des quartiers de Bangkok sont toujours noyés sous des eaux imprégnées de boue et de déchets toxiques. 20% de cette ville sont submergées par ces eaux boueuses. La menace sanitaire est actuellement réelle. 4 mois après sa victoire législative, le chef de gouvernement thaïlandais exclut pourtant toute démission malgré les violentes attaques lancées à son encontre dans la gestion des dégâts causés par cette inondation. TV5 Monde. L'eau commence à baisser autour de la maison de Sangyan, mais sa salle de bain est encore inondée, alors tous les matins, elle doit traverser la rue pour utiliser celle de son voisin. Nous avons des problèmes. L'eau du robinet est jaunâtre, mais je ne sais pas ce que je peux faire. J'en ai besoin. La menace sanitaire est réelle. 20% de Bangkok sont submergés par une eau boueuse, contaminée par les déchets souvent toxiques et les cadavres d'animaux.
Le plus inquiétant, c'est que le réseau de tuyauterie a été bâti il y a longtemps. Il y a un risque important que de l'eau polluée entre dans le réseau et le contamine avec des bactéries et des matières organiques. Les gens doivent éviter tout contact avec l'eau des inondations. Elle est de très mauvaise qualité et peut provoquer des maladies de peau, des problèmes oculaires, la typhoïde, la diarrhée et bien d'autres choses encore. Le conseil des autorités n'est pas forcément suivi. Près de 2 millions de personnes ont évacué leurs habitations, mais beaucoup ont refusé. La plupart n'ont plus qu'une solution, attendre et subir. J'ai peur que l'eau du robinet provoque des démangeaisons. Je suis inquiète parce que mes 2 filles sont encore petites. La décrue n'est pas attendue avant plusieurs semaines. D'ici là, le niveau de contamination ne peut qu'augmenter. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en compagnie de Vivar.